Bonjour, dans cet épisode des Portes qui claquent, je reçois Charles Ariel qui va nous parler des émotions, de l'accompagnement et des adolescents. Bonjour Charles. Du coup. Très contente de t'accueillir sur cet épisode du Portes qui claquent. Donc c'est un podcast qui parle des adolescents, qui parle aux parents d'ados aussi, qui est censé comme ça donner à la fois des éclairages différents, peut-être des approches différentes et des ressources auprès d'adolescents ou pour directement les parents d'ados. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Ouais, donc Charles Ariel, je suis, on va dire, coach et thérapeute. Ouais. C'est une grosse partie de ma vie. On va dire que c'est ça qui me donne envie de me lever le matin, quoi. Et donc, je travaille avec un autre coach qui s'appelle Théo Justine. Et à deux, en gros, une de nos expertises et obsessions, c'est qu'on va à la cause profonde des symptômes que vivent les gens. Ça peut être des symptômes physiques, psychologiques, comportementaux, émotionnels, etc. Mais nous, on est obsédés par un truc, c'est aller voir c'est quoi qui génère les symptômes et pas aller traiter en surface et appliquer quelque chose localement, mais aller à la racine à chaque fois, quoi. Et donc moi, je suis contente qu'on puisse échanger autour de ce podcast, parce qu'il y a quand même dans mon expérience, parce que j'ai fait l'expérience d'être accompagnée par vous deux, une meilleure connaissance de moi, une meilleure connaissance de mon rapport à mes émotions. Et c'est toi qui amène tout ça. Mais avant que tu nous racontes tout ça, j'avais envie de te poser la question directement. Comment tu qualifies l'adolescence ? C'est quoi pour toi un adolescent ou l'adolescence ? Je crois que la première fois qu'on avait enregistré le podcast, je t'avais dit un truc, je sais plus ce que je t'avais dit. Mais justement. On va partir sur un truc neuf. Pour moi, c'est une vraie phase de transition de vie qui peut être extrêmement souffrante et qui nécessite un environnement de fou pour pouvoir... de fou dans le bon sens du terme, pour pouvoir la traverser et que ce soit fluide, quoi. Ouais. Et c'est pas souvent le cas. D'accord. Mais du coup, ce qui me vient, et puis j'avais aussi envie qu'on refasse cet enregistrement, parce que c'est vrai que la rencontre était super, mais en même temps, entre le contenu, le premier contenu obtenu, puis qui tu es, il y a cette notion à la fois d'accompagnement thérapeutique, de coaching, mais il y a aussi une part de ton activité qui était d'être entraîneur de jeunes. Oui. Donc tu as toute une expertise, une expérience aussi dans le fait d'accompagner des jeunes en basket. Et je me dis, s'il y a bien un moment dans la vie où le sport et le rapport au corps est essentiel, c'est quand même l'adolescence. Et donc, je trouve vraiment passionnant que tu puisses nous en dire quelque chose, en tout cas ce qui te vient. Je crois qu'hier soir, tu étais aussi en train de partager cette passion, me semble. Ouais, oui, le basket, ça a été, on pourrait dire, c'est toujours une grosse partie de ma vie. Pendant un peu plus de 15 ans, j'ai entraîné des jeunes, surtout au basket. Et ta question, c'est quoi par rapport à ça ? Ma question, c'est quoi la place du sport dans la vie d'un jeune ? Ou qu'est-ce qu'a été, pour toi, le sport dans ta vie ? Pour moi, ça a été énorme, parce que, surtout à l'adolescence, c'était le seul endroit de ma vie, le gymnase de basket, où on oublie tous les problèmes, on est à fond dedans, il n'y a plus les cours, il n'y a plus la souffrance, il n'y a plus ceci, cela. C'était mon élément. Et je savais qu'à partir du moment où je quittais chez moi, déjà, où j'étais dans le bus ou à pied pour aller au gymnase, ça y est, c'était un autre Charles. Et c'était le seul endroit où j'étais pas en souffrance, en fait. C'était au basket, quoi. Donc ouais, pour moi, c'était un espace primordial de bien-être, de liberté, de plein de choses, quoi. Mais comment t'as su que t'étais bon ? Alors déjà, il faudrait voir, est-ce que j'étais vraiment bon ? Je ne sais pas. On va dire j'avais un niveau correct, mais... Ouais, j'étais content d'y aller parce que pour la première fois, c'était le seul endroit de ma vie où je faisais un truc que j'aimais. Et où j'allais à l'école depuis des années, au collège et après au lycée, et où j'ai jamais compris pourquoi j'y allais, qu'est-ce que je foutais là-bas, pourquoi on apprenait ce qu'on apprenait.
Et du coup, c'est un peu comme si tu sais que toutes tes journées, tu te lèves le matin, tu vas dans un endroit que t'aimes pas, jusqu'à 17h, et puis t'as une petite pause le soir quand même, tu peux te reposer un peu, puis le lendemain, tu y retournes, et c'était un peu, ouais, pas loin d'être l'enfer, ouais. Comment tu fais la différence du coup entre... Est-ce que même il y a une différence entre la manière dont tu envisages l'école plus jeune, à l'école primaire, et après à l'adolescence? Comment tu vois que c'est vraiment différent? À la fois dans ton expérience et peut-être chez les jeunes que tu as accompagnés. Comment je vois que quoi est différent? Ton rapport à l'école. Est-ce que c'est chiant l'école dès l'enfance ou quelque chose se joue et devient différent au moment de l'adolescence? Moi, je peux parler que de mon expérience. C'était chiant à mourir. C'était quelques profs qui étaient bons et qui arrivaient en fait à te donner de l'intérêt pour ce qu'on faisait et t'accompagner aussi d'une manière où t'étais pas juste une boîte à savoir où vas-y, ouvre ton cerveau, bouffe, retiens bien, et puis tu nous régurgites ça dans 3 jours pour le contrôle. Il y en avait très très peu, quoi. Très très peu. Et ouais, du coup, c'était mais tout dans la forme. T'es assis pendant 1 heure, écouter le même sujet. Des fois, c'est quelqu'un qui lit un document. Enfin, ça n'a aucun sens maintenant quand on sait quelle est la meilleure manière d'apprendre pour un être humain. Tu prends le pire de la pyramide, c'est être assis et écouter quelqu'un parler. Absolument. Ça, c'est le pire moyen d'apprendre. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. Enfin, je suis plus à l'école aujourd'hui, mais c'est la manière dont on apprend de base. Et après, on comprend pas pourquoi les élèves, ils ont des troubles du comportement, des troubles de l'attention, de la démotivation, de la fatigue. Bah, ouais. On les a mis pas dans sûr des que ce soit le problème de l'élève, ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, les capacités d'apprentissage, on les conditionne. On les conditionne avec la manière dont on s'adresse à la personne, la quantité d'informations, le mouvement essentiellement. Et puis, effectivement, la durée. Parce que être assis 1 heure, c'est pas être assis 40 minutes. Et on sait bien aussi que la quantité d'attention, ça joue sur les capacités d'apprentissage. Mais alors du coup, je me dis, tiens, il y en a un qui est assis toute la journée, puis finalement, quand on le met au gymnase, il cavale partout et ça va mieux. Ouais, mais c'est ça, et pour moi, c'est vraiment... Et dans mon métier aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent nous voir avec Théo, et qui sont dans une situation où ils vivent, encore une fois, plein de symptômes. Ça peut être de la fatigue chronique, ça peut être de l'anxiété, ça peut être... voilà, où ils sentent qu'ils sont dans une période de leur vie en dépression. Et bien souvent, tu te rends compte que ce n'est pas un problème d'eux, c'est pas un problème de qui ils sont, c'est un problème de... déjà, c'est quoi ton environnement? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que le job que tu fais, il t'anime profondément ou pas? Et tu vois que la même personne, avec les mêmes qualités physiques, psychologique et tout ça, tu la mets dans 2 environnements différents, c'est plus la même personne. C'est pas la même personne. Tout comme moi, au basket, j'étais une machine de détermination, je persévérais, j'avais le smile, j'étais un guerrier sur le terrain, et tu voyais le même Charles au collège, c'était une feignasse royale qui foutait rien, qui notait même pas ses devoirs dans son agenda, et voilà. Et des fois, c'est vraiment aussi simple que ça. Moi, je me souviens d'une personne qu'on a accompagnée il y a quelques temps. Elle commence, je lui dis c'est quoi ta problématique? Elle me dit ouais, alors je vis ça, et puis je suis en dépression, puis j'ai vu un psychiatre qui m'a diagnostiqué ça, et elle me sort toute une litanie du truc habituel qui est vrai, qui est vie. Et moi en fait, quand elle me raconte le truc, je le sens pas du tout. Je sais que ce qu'elle me dit, c'est un truc qu'elle s'est raconté ou qu'on lui a raconté au fur et à mesure. Et en fait, je lui pose la question, je lui dis de 0 à 10, à combien tu te fais chier dans ta vie? Et là, elle comprend pas trop. Tu vois, elle me dit, mais non, mais je t'ai parlé de ma dépression, je t'ai pas parlé de... Voilà. Je dis, oui, mais de 0 à 10, à combien tu te fais chier? Et en fait, elle me dit, je me fais chier à 9 sur 10. Et je fais, et ton boulot, tu l'aimes à combien? Mon boulot, 5 sur 10 quand même. Non, mais en vrai. Bon, 2 sur 10 aussi. Ah, ok. Donc je fais, est-ce que tu comprends qu'en fait, en l'occurrence, là, ta dépression, ta fatigue, ton manque de motivation, c'est pas un problème qui vient de toi. C'est les conséquences, c'est des symptômes qui viennent te permettre de te réaligner, en fait. C'est pour ça que nous, on parle avec Théo de jouer sa note. Jouer sa note, c'est
si tu veux, c'est incarner son unicité, autant dans ce qu'on fait que dans qui on est. Et dès que tu quittes le chemin de ta note et que tu vas vers le chemin de la normalité, de qui tu devrais être selon la société, tes parents ou quoi, en fait, tu as des symptômes qui vont se créer. Bizarrement, tu vas être démotivé. Bizarrement, tu vas être fatigué. Bizarrement, tu vas être anxieux. Et habituellement, ce qu'on fait, c'est je vais aller voir quelqu'un et puis on va traiter ce truc-là. On va traiter mon anxiété, machin. Mais en fait, on traite la conséquence. Donc en fait, il se passe rien. La personne, en l'occurrence là, et c'est ce qu'elle a fait, elle change de boulot, elle change les choses dans sa vie, dans ses relations, etc. Tu la retrouves dans 3 mois, c'est plus la même. Absolument. Tu lui dis, elle est où ta dépression? Elle est où ta fatigue? Elle est partie? Oui. En fait, c'est grave parce qu'on se met à croire que le problème il vient de nous. On se dit, il y a un truc qui cloche. Et des fois, tu as même quelqu'un qui vient renforcer ce truc-là en te posant un diagnostic. Oui, t'es ça. Donc ça y est, c'est condamnation à mort, à vie, je suis ça. Et donc tu as des gens après qui viennent te voir, qui disent, c'est ça, et qui disent, je suis ça. Ah non, mais moi c'est normal, je suis dépressif chronique. Je suis pas en train de dire que à chaque fois que t'es pas bien dans ta vie ou que tu as vu une dépression, c'est parce que faut changer de boulot et que t'es pas aligné. Mais 95% du temps, il y a au moins en grande partie ça. Un être humain, tu le mets dans un environnement qui l'anime profondément. Tous ceux qui vont regarder la vidéo, ils ont déjà vécu ça. Si je leur dis demain, viens, demain matin on se lève, on fait un truc qui t'anime au plus profond, après tu passes le repas avec des personnes que t'adores, et puis l'après-midi on va faire une formation sur ce truc que tu kiffes aussi. C'est une journée d'anniversaire. Voilà, une journée d'anniversaire. La personne, même si elle est en dépression, même si elle a vu son psychiatre la veille, je peux te dire que son niveau d'énergie le matin quand elle se lève, c'est pas le même. Et le lendemain, la même personne, je lui dis demain on va faire ce truc-là que t'aimes pas trop, puis il y a telle et telle tâche à faire que tu procrastines depuis 6 mois, et puis ça, la personne, elle va se lever tard, elle va pas être concentrée, elle va procrastiner, elle va pas avoir d'énergie. Et c'est normal. C'est pas un problème. Absolument, absolument. Et quand je t'écoute, je me dis, tiens, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que je reconnais là, c'est qu'on est à la fois le produit de ce qu'on éprouve, mais également ce qu'on attend de soi. C'est-à-dire qu'on est censé être d'une certaine façon, on est censé se sentir d'une autre façon, mais au fond, ce que tu proposes, et dans le travail avec Théo, ce qui est assez clair, c'est qu'il y a un lien direct entre ce qu'on fabrique, ce qu'on aime et comment on se sent. Et c'est quelque chose d'aussi simple qui permet finalement de reprendre les rênes de sa vie, d'en faire quelque chose qui a du sens et qui nous anime profondément. Et comme tu dis très bien, à partir du moment où on fait quelque chose qui nous convient, on a l'énergie qui va avec, on a l'attention qui va avec, la concentration, la détermination qui correspondent au degré d'implication avec lequel on est. Et ça, je trouve que c'est une recette à la fois très complexe parce qu'il faut pouvoir déterminer ces différents paramètres. Et à la fois, c'est extrêmement simple parce qu'une fois que le cocktail est compris, on est attentif à qui l'on est et qu'est-ce qui nous met en joie, quoi. Si je reviens sur l'ado que tu as été, tu dirais que ce qui t'a manqué le plus, c'était quoi finalement? Parce que j'entends à quel point l'école ça te convenait pas, à quel point le gymnase et le basket ça te convenait. Du coup, je vois bien qu'il y avait pas d'énergie et puis de l'énergie, mais au fond, quels étaient les rapports que tu avais à la fois avec les autres, avec l'entraîneur ou les profs? Comme je t'avais dit la dernière fois, moi je suis un ado qui s'est fermé beaucoup au fur et à mesure. Et plus j'étais en souffrance, plus je me fermais, plus je me renfermais sur moi-même, moins je communiquais avec les gens. Et s'il m'a manqué un truc, c'est ça. C'est peut-être de la part de mon environnement, mais surtout de ma part. Mais bon, ça s'est passé comme ça, mais que je me suis vraiment replié sur moi-même. Et je me suis dit, en fait, non, tu vas souffrir en silence. Plus l'adolescence, c'est pas le moment de ta vie où tu vas voir tes potes et que tu vas leur dire, je suis dans un coup de moins bien en ce moment. Ils vont dire, c'est bon, viens, on va faire un foot. Ils vont pas écouter ça, voire même ils vont se foutre de toi. Donc tu gardes pour toi. T'as même du mal, toi, à t'avouer que c'est chaud, quoi, ce que tu traverses, parce qu'en plus, tu comprends pas trop forcément ce que tu vis. T'as tout un tas de questions existentielles qui viennent. Puis pour moi, ce qui est le plus dur, et même après adulte ou quoi, c'est de garder sa souffrance
ses ressentis, ses émotions, ses points de vue pour soi. C'est juste horrible. Mais quel soulagement c'est, ne serait-ce que t'es ado, t'as ton problème, t'as ta souffrance, mais juste t'en parles à quelqu'un. Bien sûr. Qui sait écouter ça et accueillir ça, mais déjà, le degré de souffrance qu'il y a en moins, c'est dingue. T'as toujours ton problème, t'as toujours tes émotions, mais c'est vu, entendu par quelqu'un, et ça, même adulte, t'es dans ton couple, tu ressens tel truc, t'es jaloux, ou il y a ci, il y a ça, tu partages ça sans accusation à ton conjoint, à ta conjointe, et il ou elle sait accueillir ça. Déjà, il y a un truc qui se détend. Le truc est toujours là, mais ok, je suis pas tout seul avec mon petit truc, mon petit business. Et ouais, à l'adolescence, pour moi, c'est trouve au moins une personne avec qui tu vas pouvoir avoir cette relation-là. Une relation profonde où tu vas pouvoir accueillir qui est l'autre et l'autre va pouvoir t'accueillir toi. Et c'est... Bon, moi, je crois pas en avoir eu. Et j'aurais bien aimé, mais aussi parce que je me suis fermé et j'aurais eu besoin de ça, ouais. Et du coup, je me dis, parce que ça engage quand même la question de la confiance, ça engage la question de d'oser se dire finalement, d'oser se révéler dans ce qui est pas forcément très positif. C'est vrai qu'on est dans une société où on attend de soi aussi d'être toujours bien. T'es obligé d'être heureux. Ouais. T'es obligé d'être heureux, t'es obligé d'être bien, t'es obligé d'une forme de réussite déjà un peu qualifiée. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est au fond la proposition qu'on est qui l'on est. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le même plaisir, la même joie à chacun des moments de sa vie, et puis différent de son voisin. Et de retrouver ce chemin de singularité, c'est aussi une proposition qui est faite par votre programme, que je trouve vraiment précieux pour ça. Il n'y a pas une forme définie. C'est qu'est-ce qui me va bien, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui me va bien. C'est ça. C'est d'habitude, on a... Là, tu disais le chemin de son unicité. Moi, j'appelle ça le chemin de notre authenticité. Et souvent, à l'adolescence ou même avant, donc tu arrives sur Terre, tu es sur le chemin de ton authenticité. Tu as un désir, tu l'exprimes. Tu as une émotion, tu l'exprimes. Tu as envie de pleurer, tu pleures. Enfin, le petit enfant qui n'est pas encore conditionné, il est dans sa pure authenticité. Il s'en fout de savoir est-ce que ça va plaire, déplaire. Lui, c'est bon. Il joue sa note. Et on va commencer à quitter le chemin de son authenticité et aller vers le chemin de la normalité, de qui je dois être pour être validé. Au début, c'est par mes parents, parce que j'ai besoin que mes parents m'aiment. Après, ça va être par mes copains de classe ou mes camarades du collège. Ah bah tiens, pour être validé, il faut que je m'habille comme ça, il faut que je pense comme ça, faut pas que je ressente telle émotion parce que je suis un homme ou telle émotion parce que je suis une femme. Et en fait, on va faire ce que moi j'appelle la pâte à modeler avec soi, pardon. C'est-à-dire que t'as ton unicité et puis tu vas voir que ah ouais, mais ce morceau-là, il n'est pas trop accepté par mon groupe de copains du collège. Ah bah ok, ça je vais le changer, je vais faire un peu de pâte à modeler et puis c'est bon comme ça, je suis validé. Ouais, ok, puis tu restes comme ça. Et ouais, non mais c'est ça. Et c'est sain sur le moment parce que t'as besoin de fitter avec les gens et de rentrer dans un groupe, etc. Mais au bout d'un moment, quand t'as tellement fait de la pâte à modeler avec toi et qu'en fait, t'es plus toi du tout, heureusement que t'as des symptômes qui te disent non, arrête, sors du personnage, reviens à ton authenticité, quoi. Et c'est tout un chemin de déconstruction que de se réaligner et de revenir sur le chemin de son authenticité et de voir que, ah oui, mais cette partie-là de moi, ça fait 10 ans que j'ai décidé de l'enfouir parce que j'ai vécu tel trauma. Ou parce que ma mère m'a dit ça. Ou parce que dans mon groupe de copains, ça, c'était mal vu. Il y a des parties de moi que je redécouvre et je me dis, mais putain, mais ça fait 15 ans que j'ai perdu ce truc-là. Ne serait-ce des trucs tout bêtes, mais la tristesse. Combien de personnes sont à l'aise avec le fait d'être triste et surtout des ados. Non, il faut être heureux, t'as l'injonction du bonheur, t'as pas le droit d'être malheureux, surtout si t'as un toit sur la tête, un peu d'argent, un peu de nourriture dans le frigo et de l'argent sur ton compte en banque, alors là, t'as pas le droit d'être malheureux. T'es censé être heureux. C'est ça. Puis tout le monde sait qu'évidemment, tout ça, ça rend très heureux. Tous les gens, il suffit de sortir dehors pour voir que quand t'as un peu d'argent et de quoi manger, tout le monde est heureux, ça respire la joie de vivre, quoi. Non, ça marche pas comme ça, quoi. Et on veut pas... On met en déni tout ça. On met en déni ce qu'on ressent sous prétexte qu'on devrait, se contenter parce qu'on a des besoins vitaux qui sont assouvis, quoi.
Moi, j'écoute ça et je me dis, tiens, c'est intéressant, cette notion de, au-delà des besoins vitaux, de quoi on a besoin. Et je pense que finalement, l'adolescence, c'est peut-être un des premiers moments où quelque chose de son authenticité, de sa singularité revient toquer à la porte en disant, bah attends, ça c'est précieux pour moi, je vois pas autour de moi là où c'est accueilli, bah qu'est-ce que j'en fais? C'est peut-être un des premiers moments où on peut se dire, mais qu'est-ce que je fais de ça en moi que je n'arrive pas à partager ou qui n'est pas reconnu ou qui n'a peut-être pas la valeur que moi je lui donne. Je pense à tous ces jeunes aussi qui sont habillés de la même façon, qui se comportent de la même façon, qui sont comme ça dans un discours et un emploi des mots pour fitter, pour appartenir. Et que cette notion d'appartenance, elle est quand même un peu plus lourde à l'adolescence. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah oui, je pense que de toute façon, sans t'en rendre compte, t'as besoin, à un moment donné, tu vas devenir indépendant de ton cocon familial, parce qu'il faut que tu marques justement ton unicité. Mais en fait, tu vas rentrer dans un autre cocon, qui est le cocon de mon groupe au collège, mais tu vas pas te rendre compte. Ça va se faire naturellement, tu vas t'habiller comme eux, tu vas parler comme eux, comme tu disais. Et c'est cool parce que je pense que ça fait partie aussi du truc. Mais l'idée, c'est que plus tu avances dans ta vie, si tu restes dans ce personnage-là, parce que c'est vraiment un personnage qu'on va se créer, c'est moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça, et je suis pas comme ça, comme ça. Puis on se définit avec 7 critères. Et tous les n'importe quel adulte que tu rencontres, 98%, ils sont « Ah non, mais moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. » Et tout ce qui va être en dehors de ça, ils vont croire qu'ils le sont pas. Et en fait, c'est leur personnage, c'est l'image qu'on a de nous. Et en fait, l'image qu'on a de nous, c'est un truc tellement rétréci de qui on est au fond, mais on a enfoui tellement de côté qu'on croit qu'on est ce ridicule morceau. Ah non, en fait, on a tout. On a le juste, l'injuste, on a le radin, le généreux, on a le joyeux, le triste, on a tout en nous, mais on est plus ou moins coupé de certaines partie de nous. Alors du coup, moi, je suis là en train de t'imaginer avec tes amis et je me dis, tiens, ado, hein, je suis encore sur l'histoire de l'adolescence. Je me dis, mais comment on crée une relation profonde quand on ne sait pas forcément que ça existe, quand on n'est pas forcément écouté là-dessus? Est-ce que vraiment c'est une option qui est là ou l'urgence est de faire comme les autres? Et en plus, ce qui me vient aussi, c'est que je me dis, bah, tiens, est-ce qu'on est à la même adolescence quand on est un jeune homme et quand on est une jeune femme? Pour la jeune femme, je sais. Mais pour le jeune homme, tu sais moins. Je me dis, tiens, si tu nous en parlais. Ouais, bah moi, le premier truc qui me vient quand tu me dis ça, c'est quand on... C'est vrai qu'à l'adolescence, je sais pas si on n'a pas forcément de relations profondes, parce que des fois, en tout cas, on a des relations hyper intenses. Moi, c'était hyper intense, mais ça veut pas dire que c'était forcément hyper profond. Mais pour moi, la profondeur dans la relation, et même à cet âge-là, c'est non pas d'attendre que tu aies un environnement qui soit capable de, ou que tu sois sûr que, ah ouais, si je lui montre ce côté vulnérable de moi, je suis sûr que ça va être accueilli. Si tu as une personne comme ça dans ton entourage, vas-y, profite. Mais la majeure partie du temps, tu sais pas. En fait, tu vas prendre un risque. C'est, je vais montrer un morceau de ma vulnérabilité et je vais donner le pouvoir à l'autre de faire ce qu'il veut avec. Mais ça, je contrôle pas. Et donc, ça demande le courage, d'un moment donné, montrer sa vulnérabilité, montrer les côtés où on est moins joli, où on n'est pas tout le temps joyeux, où on a peur, et de le montrer. Et franchement, quasiment tout le temps, ce qui se passe, c'est que quand tu fais ça, déjà c'est accueilli, et en plus tu donnes permission à l'autre de faire la même chose, et lui, il va te dire, ouais, bah, tu sais, maintenant que tu me parles de ça, moi, il y a un truc, j'en ai jamais parlé à personne, c'est... Et puis lui aussi, il va se dire, ah, j'ai un humain en face de moi, il a fait ça, ah bah ça veut dire qu'il me fait confiance, bah écoute, moi aussi je vais faire ça. Et pour moi, c'est pas attendre justement que l'environnement extérieur me donne cette permission-là, c'est ok, bah moi je vais prendre le risque. Moi je sais que par exemple dans mon couple, je veux pouvoir, au plus que c'est possible, dire, bah voilà, tu vois là chérie, je ressens ce truc-là, je suis pas trop fier de ressentir ce truc-là, mais quand t'as dit ça ou quand t'as fait ça, il y a eu un truc en moi qui a fait ça,
Et après, comment c'est accueilli, ça On n'a m'appartient pas la pas. main. Et à ce moment-là, quand je dis ça dans mon couple, elle peut se foutre de ma gueule, elle peut l'accueillir, elle peut appuyer là où ça fait mal. En fait, je lui donne le pouvoir de me faire mal, mais du coup, je lui donne aussi le pouvoir de peut-être me faire du bien. Parce que à la fois, elle peut me faire mal avec ça, à la fois, elle peut accueillir ma vulnérabilité. Et quand tu es accueilli dans ta vulnérabilité, il n'y a rien de plus guérisseur, quoi. Alors du coup, c'est très puissant ce que tu proposes là, parce que d'une part c'est vrai, mais ça me rappelle combien avoir un meilleur ami, une meilleure amie à l'époque, c'était la base. C'est-à-dire que je me rends compte aujourd'hui, mes amitiés sont à une distance, une distance. Et pour autant, à l'adolescence, il y a eu des choses beaucoup plus fusionnelles, beaucoup plus précieuses, où il y a eu cette ouverture à l'espace intime, cette vulnérabilité qui était proposée. Mais c'est là aussi où ça peut faire mal, effectivement. C'est là aussi où je pense à la moquerie, je pense à tout ce qui est du côté de l'humiliation, tout ce qui est pointé du doigt par l'autre. Ça peut faire très très mal à cette période. Ouais, mais moi, si je reprends sur l'adolescence, je pense que c'est ça. C'est au moment où tu es ado, tu vas vivre plein de situations où tu vas être profondément touché et en plus, tu ne pourras pas le montrer. Oui. Parce que quand tu es en cours et que, je sais pas, tel prof te fait une réflexion devant tout le monde et que toi, ça te transperce le cœur, si tu te mets à pleurer devant les 28 élèves qui sont là, c'est deuxième couche. Parce que si tu avoues un truc à ton pote et qu'en fait, il répète à tout le groupe et qu'après, tu as la réputation dans le collège, c'est pareil, c'est double dose. Donc, en plus de vivre ces traumas-là, qui peuvent être des trucs super anodins, moi, j'ai été traumatisé par un prof d'histoire qui... Je voulais répondre à une question en cours d'histoire géo, puis je réponds à côté de la question en fait, et il dit juste ouais, et alors? Tu sais rien, tu vois, c'est juste et alors? Et moi, ça m'a séché sur place. Et après ça, les années qu'on suivi, il fallait qu'à chaque fois que je dise quelque chose, je sois sûr que ce soit pertinent pour ne surtout pas revivre ça inconsciemment. Et du coup, je pense qu'à l'adolescence, du coup, c'est double peine. C'est non seulement il y a la douleur du trauma, et en plus, tu peux pas en parler. Tu peux pas le garder pour toi. Et que, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te créer des carapaces. C'est plus tu vas être traumatisé, plus tu vas rajouter une couche d'armure. Et c'est cool parce qu'à un moment donné, quand tu as tes 15 couches d'armure, tu respires un peu, c'est bon, on peut plus me toucher, ta sensibilité, elle est diminuée à fond, c'est cool. Mais quand tu grandis et que tu continues avec ces carapaces-là, c'est lourd. Non, mais tu vois. Non, mais c'est plus que lourd. C'est-à-dire que ça te bouche l'accès à autre chose. C'est-à-dire que tu n'es plus que l'inverse de ce que tu as pu vivre et tu n'es plus que la défense de ce que tu as déjà vécu. Donc ça réduit un peu la zone de vie. C'est ça, pour moi, ça réduit la zone de vie et il y a aussi une fatigue qui s'installe parce que quand tu as 15 couches d'armure, encore une fois, c'est juste du bon sens. Si je me balade avec une armure de 30 kilos tous les jours... C'est lourd. C'est lourd. Donc, j'ai une fatigue chronique. Pourquoi donc, tu vas aller voir du côté de l'alimentation, du sport, du truc, et pourquoi pas, super. Mais en vrai, même si tu bouffes McDo, mais que tu enlèves l'armure, tu vas voir que ton niveau d'énergie, il va grimper, quoi. Mais c'est prendre un risque. C'est prendre un risque de si j'enlève telle couche d'armure, je suis un peu plus vulnérable, mais je suis un peu plus vivant par contre. Absolument. Parce que moi, plus j'enlève des couches chez moi, plus la vie elle a une autre saveur. Sinon, t'es anesthésié, t'es sous tes couches d'armure, t'es protégé de la souffrance, par contre, t'es protégé de la joie aussi. La joie aussi, oui, carrément. J'ai un son qui me revient d'un seul coup, mais c'est parce que tu l'as déjà dit. Est-ce que tu aurais envie de le redire? J'étais en train de penser à ce qui nous permet d'être vivants, justement, quand on est ado. Souvent, c'est un objet culturel partagé. Souvent, c'est une chanson, c'est un texte. Ça va être un écrivain, ça va être une star de ciné. Ça va être comme ça, une proposition d'identification qui vient identifier, ramener à la vie, donner une direction aussi parfois, des champions. Je pense aussi à... Je reviens sur le sport, je suis désolée. Mais j'ai ça parce que moi, je me souviens avoir eu Jordan en photo dans
dans ma chambre, mais je faisais pas de basket, moi. Mm. C'était pas... Mm. Mais il y avait quelque chose dans sa force de travail qui résonnait avec moi. Moi, j'étais plutôt danseuse, donc ça résonnait, cette capacité qu'il avait de dire qu'on avait à répéter le mouvement 1000 fois. La manière dont lui le disait, ça faisait sens pour moi. Donc, il était dans ma chambre. Mais il y avait aussi des chanteurs. Alors que j'étais beaucoup dans le silence. Donc c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément à identifier quelque chose qui est le plus massif, mais peut-être qu'elle a plus de sens. En tout cas, moi, ça résonnait comme ça. Est-ce que toi, tu avais un groupe, une image, une œuvre, une pièce? Alors moi, j'avais Kevin Garnett, qui est un basketteur... que je connais pas. C'est un lion sur le terrain, si tu veux. C'est un mec c'est gagné. Il se donne à 300% tout le temps. Et moi, j'étais tellement fan de ce mec qui était... il arrivait sur le terrain, c'était un soldat, c'était un guerrier, c'était une détermination incroyable. Ouais. Donc lui, il m'a vraiment inspiré pour ce côté-là. Aujourd'hui, je vois à quel point ça collait avec le truc de l'époque, justement du guerrier qui a besoin aussi dans sa vie de se protéger. Et voilà. Aujourd'hui, ça résonne beaucoup moins avec ce que je vis. Donc il y a eu lui, et il y a eu Kerry James aussi, le rappeur Kerry James, et la chanson Le combat continue, qui est pareil, un peu une hymne au combat, mais dans le bon sens du terme, en mode allez, relève-toi et marche, quoi, et te victimise pas, quoi. Donc il y avait l'adolescence. Est-ce que c'est quelque chose que tu associes au masculin, ça, ou tu associes plus parce que j'entends quand même cette figure archétypale du guerrier là-dedans, dans ce que tu dis. Est-ce que c'était quelque chose qui était demandé beaucoup, ou non, moi mais je pense que en vrai les gens qu'on accompagne, plus de 90% c'est des femmes, et l'archétype du guerrier tu l'as au moins autant chez les femmes. Au moins autant. Et ça devient même une fierté d'être la guerrière, celle qui s'en sort. La femme forte. La femme forte et indépendante. Et c'est cool parce que socialement, il y a besoin de ça. Tu vois, qu'il y a le mouvement extrême inverse des femmes qui avaient moins de pouvoir sur leur vie, etc. Mais là, on est allé dans la caricature inverse de maintenant. Je suis une guerrière et je suis accroché à ce personnage de guerrière que je tiens à bout de bras. En ce moment, on accompagne des femmes, il y en a, c'est une caricature. Mais je dis ça avec beaucoup d'amour et de bienveillance, c'est pas méchant. Mais à quel point elles sont attachées au personnage de la guerrière, et ça leur ferait tellement peur de lâcher ça. Et ce personnage, il les a aidées, mais aujourd'hui, c'est ce qui est le lit de leur dépression, de leur fatigue, etc. Et ce dont elles auraient besoin, c'est de lâcher ce personnage-là. Il y a une personne, on l'a accompagnée pendant 6 mois avant qu'elle accepte de laisser tomber en séance le personnage de la guerrière et montrer sa vulnérabilité. Et encore une fois, je dis pas ça pour dire elle est nulle, elle aurait dû mettre 1 mois. Des fois, tu as besoin de 6 mois, même des fois, tu as besoin d'1 an. Mais c'est à quel point on aime paraître pour le guerrier ou la guerrière, celui à qui il arrive plein d'épreuves difficiles. Le héros, c'est finalement. Ça, le héros. Ouais. Il m'arrive plein d'épreuves, mais je survis, je suis toujours debout. Et en fait, des fois, ça pourrait être cool de se dire, est-ce que j'ai besoin de me coltiner tant d'épreuves juste pour nourrir le truc de je suis un guerrier. Et moi, maintenant, dans ma vie, en fait, j'ai plus trop envie, tu vois. Je sais qu'il est encore un peu accroché, j'ai toujours un côté un peu comme ça où j'aime le côté guerrier, mais de moins en moins, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais transmettre, sachant qu'a priori, ça va être écouté aussi par des parents d'ados qui se retrouvent en difficulté avec leurs jeunes, entre ce que toi, tu as rencontré dans ta pratique d'entraîneur et puis de ce que tu entends et puis de ce que tu as vécu aussi. Est-ce que tu aurais comme ça des clés, quitte à ce qu'on se revoit d'ailleurs pour en parler, mais déjà pour aujourd'hui? Des clés pour les parents? Oui. Payer tout ce qu'ils veulent à vos ados. Non. non. Alors attends, on va reprendre. Non, des clés pour les parents. Ouais, c'est... pour moi, il n'y en a qu'une. C'est est-ce que tu peux offrir un espace d'accueil à ton ado tel qu'il va se sentir
tellement aimé, en sécurité, qu'il va vivre cette phase de vie qui peut être très compliquée de la meilleure des manières, quoi. Et c'est pas non plus facile pour les parents, hein. Voilà, mais c'est... Est-ce que tu peux voir que ton ado, quand il est un peu con, quand il est un peu chiant, quand il est un peu fainéant, quand il est un peu machin, en fait, à mon avis, ce qu'il vit à l'intérieur, tu vois, c'est chaud. De manière visible, ce qu'on peut voir, peut-être, des fois, c'est un peu... pour qui, c'est quoi, machin. Moi, je connais pas des êtres humains qui ont des comportements comme ça et qui, à l'intérieur, sont super cool, super zen, super en joie. Si t'exprimes un truc comme ça, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a un truc... Voilà. Donc ça veut pas dire tout accepter et tout, voilà, en mode amour inconditionnel, tu fais tout ce que tu veux, mets tes pieds sous la table et voilà. Mais ça veut dire, est-ce que tu peux être en présence avec ton ado et lui offrir cet espace-là d'accueil de qui il est, tout en faisant en sorte qu'il y ait des règles et un cadre et tout ça, mais ouais, ce serait ça. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.